commencer, j'ai l'honneur de donner la parole à Annalisa de Maestri. Vous pouvez prendre un micro. Vous êtes ingénieur et architecte et vous dirigez le secteur du BIM et du numérique chez Valo d'Épistre. Vous intervenez entre autres au Master BIM de l'école de Marne-la-Vallée, c'est bien ça? Je suis intervenue dans celui-là et puis dans d'autres parce que j'enchaîne dans pas mal d'institutions. En fait. Voilà, et puis vous avez créé plusieurs sociétés en lien avec le BIM. Et là, vous allez nous parler des concepteurs maîtres de la donnée et comment, en tout cas, utiliser cette intelligence artificielle au service de la conception. Tout à fait. J'ai atterri dans le groupe Valo d'Épistre il y a maintenant 3 ans, où j'ai eu la chance de croiser Jean et Denis, donc Monsieur Valode et Monsieur Pistre, désolé, j'ai l'habitude de les appeler comme ça, qui avaient une idée qui était très intéressante. Au fait, en plein boom du numérique, on va dire, au fait, quand je suis arrivée, Jean et Denis avaient une idée en tête qui est toujours la même, celle que le rôle de l'architecte n'est pas de faire un joli dessin ou de se balader sur un chantier pour dire ça me va pas. Le rôle de l'architecte va un peu plus loin en tant que concepteur. Il se doit au fait de maîtriser le travail qu'il est en train de mener à son client. Et cette maîtrise, elle est bien sûr apportée dès les phases de conception, mais également tout le long de cette conception et réalisation. D'où le fait qu'aujourd'hui, dans le groupe, on est plusieurs sociétés. Une dédiée au design, une dédiée à la structure et aux façades, VP Green, une dédiée à la MOX, VPX, une dédiée au corps d'état technique, qui est Espace-Temps, et la dernière que je dirige, qui est VP BIM, qui s'occupe, sans surprise, de BIM et de synthèse. Et dans tout ça, j'ai également une double casquette, c'est que pour le groupe, je m'occupe de R&D, R&D qui signifie chez nous trouver en fait les moyens pour que dans toute cette maîtrise des informations, on puisse aller parfois plus vite, parfois juste amener d'autres solutions ou des meilleures solutions. Je vais vous expliquer un peu comment est-ce qu'on s'est approché au fait du monde de la R&D et du BIM qu'on maîtrisait, parce que le groupe déjà travaillait en BIM, à aujourd'hui le sujet qui nous occupe, qui est un peu l'intelligence artificielle. Et au fait, quand on a dû trouver des solutions et aussi des nouvelles idées pour aller vers le numérique de façon sereine, parce que l'idée en tant que maître de ce propre projet, c'est de se dire qu'autour de nous, aujourd'hui, il y a des technologies et on ne va pas se faire peur avec ces technologies, on doit y faire quelque chose, on doit les rendre utilisables et pas juste une nécessité qui nous tombe sur la tête puisque le monde change autour de nous. Il faut vraiment qu'on arrive à en sortir un côté positif. Et du coup, dans cet esprit, on s'est mis un peu vraiment dans un voyage, c'est-à-dire il faut qu'on découvre étape par étape où on va. Et quand on a pensé au voyage, on y a trouvé une résonance très très forte au fait avec les problèmes qu'on avait. C'est-à-dire que, si vous pouvez passer la slide suivante, au fait, aujourd'hui on voyage, on le sait tous parce que je suis sûre qu'ici personne n'est sorti sans son téléphone portable, smartphone. Si demain matin vous voulez partir et aller de Paris à la Chine, personne d'entre nous irait aujourd'hui sortir une carte, mettre des points sur une map et puis appeler au téléphone une agence de voyage pour savoir quel est le premier train qui part ou le premier avion. Personne d'entre nous faisait ça. Aujourd'hui, la technologie nous a amené à un point quand on veut voyager, quand on veut aller plus loin, qui grâce à un téléphone, on a sur ce téléphone plein d'informations. Le téléphone, il nous permet d'accéder à ces informations très rapidement avec des applications. Et il nous faut une multitude d'applications qui sont concentrées à un endroit. Aujourd'hui, les téléphones, comme vous le savez, ils nous écoutent. Parfois, ils nous donnent des informations sans même qu'on le demande. C'est comme ça, en ce moment même, si je commençais à répéter 20 fois Ferrari, probablement sur les téléphones, tout le monde, demain matin, vous aurez des pubs avec Ferrari qui apparaît, puisque le téléphone, il va chercher cette information et il va nous en donner d'autres. Les téléphones, en faisant ça, ils nous montrent, grâce à eux, malgré eux, un exemple, qui est celui que la technologie, au fait, aujourd'hui, elle est prête pour nous accompagner un peu plus loin, du moment qu'on est prêt aussi à la savoir utiliser correctement et à la mettre en pratique, à la mettre en acte de la façon la plus convenable. Et quand on affronte un voyage, aujourd'hui, on se dit, mais si notre téléphone est capable de faire ça, quand on doit construire un bâtiment, et on doit regrouper en même endroit plein d'intervenants, plein d'informations, en faire de cette information une nouvelle information et la connecter entre elles. Pourquoi on ne chercherait pas dans le bâtiment le correspondant de notre téléphone? Mais peut-être en version améliorée.
C'est-à-dire qu'il pourrait même déjà, sans qu'on lui demande, nous donner des réponses là où on ne les attend pas. Au fait, quand on veut maîtriser du coup ce passage, nous, on a dû quand même se poser des questions parce que c'est bien beau d'avoir une comparaison avec un téléphone et se dire bah, c'est ça qu'on veut, mais version bâtiment. Il a fallu quand même qu'on se décide sur pourquoi on voulait réellement tout ça. La première chose qu'on a constatée quand on regardait nos collègues architectes travailler, parce que eux, ils s'occupent vraiment de la conception des A à Z via des outils numériques, bah, il a fallu qu'on comprenne là où ils avaient des besoins. Et le premier besoin qu'on avait constaté, c'est qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de ce qu'on appelle le Building Information Modeling, entre autres, ils s'est retrouvés à avoir devant eux une multitude d'outils qui leur phagocytent au fait beaucoup de temps, puisqu'ils doivent bien les manipuler pour obtenir un résultat. Ce qui fait qu'ils passent 2/3 du temps à utiliser l'outil et un seul tiers à réfléchir au bâtiment, ce qui n'est pas concevable, au fait. Du coup, on s'est dit, bon, là-dessus, il faut qu'on intervienne, il faut qu'on fasse quelque chose. Après, bien sûr, quand on a commencé tout ça, cette réflexion, c'était 2019. C'était, si vous regardez, je crois, sur Google Trends, vous le verrez aussi. Bah, tout d'un coup, c'était un trend de parler d'IA. Et donc, on l'a vu autour de nous. On a vu les premières images d'IA qui sortaient par rapport au bâtiment. On a dit, bon, il faut qu'on voit si on peut combiner ça avec la forme. Et en plus, bah, on a un process en interne assez cadré sur la façon dans laquelle on crée les bâtiments. Est-ce que dans ces processus cadrés qui a des années de vie, on peut y amener une nouveauté qui, en plus, puisse nous résoudre nos premiers problèmes? C'est comme ça, au fait, qu'on a fait un benchmark, tout bêtement. Et on a trouvé que sur les marchés, déjà à l'époque, il y avait d'autres outils, comme Spacemaker, qui, en fait, est un outil qui avait un peu cette image du téléphone qu'on cherchait. C'est-à-dire que dans le même outil, vous avez des analyses sur le site, des analyses sur le vent, des analyses à l'ensoleillement, à la densité, l'acoustique, la luminosité, les vues, le fait de pouvoir avoir différentes formes d'appartements dans un même outil quand on est en train de travailler dessus, qu'on peut changer la forme des bâtiments, on peut vérifier l'impact que ça a sur l'environnement. Et au fait, voilà, toutes cette application, elles étaient au même endroit. Donc on s'est dit, ok, ça ressemble à ce qu'on cherche. On sait qu'à partir de là, probablement, on va trouver des bonnes ou des mauvaises solutions, peu importe. Ça fait partie du voyage. Mais ça pourquoi elles étaient C'est fini cette application? Non, non, c'est pas fini. C'est qu'aujourd'hui, ça passe à une étape suivante. C'est juste que le test tel qu'on l'a fait, il est fini parce que depuis, je vous l'expliquerai, il y a eu pas mal d'avancées même dans l'outil qui sont venues vraiment de ces tests. Nous, quand on l'a pris dans les mains, c'était au fait, donc quand on a décidé du coup de se lancer avec eux, c'était les prémices des Spacemakers en France. Et ce qui nous avait plu, c'est qu'ils étaient pour le fait de s'adapter à la France. Alors, je ne vais pas vous l'apprendre, mais eux, ils viennent des pays du Nord. Le PLU, ça n'a rien à voir. C'est Paris et les PLU parisiens, ils ne connaissaient pas. C'est pour eux, tirer une ligne droite et faire des bâtiments de partout en pleine liberté, c'était la normale. Donc, quand ils nous ont découvert comment est-ce qu'on pose des bâtiments en Île-de-France, ils ont découvert un monde. Et c'était très bien, ils étaient là, on était là pour ça dans ces partenariats. Ils se l'attendaient, mais ils ne s'attendaient pas à autant de complexité. Ils ont pris voilà, avec nous ces défis et ils l'emmenaient vraiment très très bien là-dessus pour essayer vraiment de se rendre plus proche possible de la réalité dans laquelle en fait, on construit ici en France. En fait, l'idée, c'était avec eux de pouvoir utiliser ce téléphone à outils, qui en réalité est une plateforme, pour pouvoir passer au fait d'une conception plus traditionnelle dans laquelle on est habitué à être tous, c'est-à-dire de faire les choses en séquence l'une après les autres, à avoir un endroit où, au fait, l'information étant concentrée, elle nous permet de travailler les uns avec les autres dans un cercle vertueux, dans lesquels, au fait, on prend des décisions qu'on appelle éclairées. C'est pas que celle d'avant, elle l'était pas, mais c'est que ces décisions, puisqu'elles nous permettent de voir à un instant T l'ensemble des informations au même endroit, elles nous évitent l'erreur et de l'interprétation et du passage de support. Et du coup, si vous passez, je vais vous montrer un peu comment ça a marché. Au fait, au départ, il faut dire, l'outil, il est fait pour faire de la faisabilité. Et comme on est un peu joueur chez nous, on a voulu un peu les challenger. On leur a dit, bon, la faisabilité, on sait très souvent le temps qu'on a. Parfois, on peut discuter des petites rallonges avec nos clients. Mais si on faisait un test réellement, si on voyait si votre outil fonctionne quand on fait un concours, et que donc on vous challengeait sur quelque chose qui dure un mois. Du coup, il a fallu au départ qu'on apprenne avec eux comment marchent leurs outils et qu'eux, ils apprennent en même temps comment est-ce que nous, on travaillait, parce que voilà, la réalité des pays du Nord-Europe dans le travail des conceptions n'est pas la même que chez nous.
Et une fois qu'on a un peu trouvé chacun sa stabilisation en fait, par rapport aux spécificités de l'autre, on a lancé ces tests. La première chose qu'on fait quand on travaille sur SpaceMaker, c'est qu'on prend les règles du coup du PLU, on modélise les terrains. À partir de là, l'outil va sur ces terrains prendre toutes les contraintes qu'on lui a données et qu'il trouve autour. Alors certaines, aujourd'hui, il les prend toutes seules, puisqu'il intègre directement les informations de terrain des différentes villes sur toute la France. Et du coup, à partir de là, on génère automatiquement plusieurs variantes. C'est-à-dire que dans l'outil, on peut lui dire, OK, moi, en tant qu'architecte, sur cette zone, je verrais bien des bâtiments qui rappellent des cours ou des bars, les unes alignées aux autres. Donc, on peut choisir des types de combinaisons qui sont préfaites. Au départ, ça ne semble pas très drôle puisque on a une vingtaine de combinaisons possibles. Sauf que c'est là que l'outil se révèle, c'est que de ces vingtaines de combinaisons, au départ, lui, il n'a pas de jugement. Donc, il va et il nous donne toutes les variantes possibles. Une fois que ces variantes arrivent, c'est là que ça se passe l'étape de l'analyse. Et dans cette analyse, au fait, l'outil va nous dire, d'accord, maintenant que vous êtes bien amusé avec toutes les variantes possibles, rentrons dans le dur, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire que l'outil, à ce moment-là, quand tu fais tourner les différentes analyses dont je vous ai parlé tout à l'heure, il ne va pas nous dire ça, c'est une option que tu ne peux pas utiliser. Ce n'est pas l'outil qui va nous dire ça à ce moment-là. Il va nous dire si tu utilises cette option, voici ta variable vent où elle est, voici la quantité d'espace vert, combien tu peux en mettre, voici ton ensoleillement. Et après, à partir de là, on va faire un choix. Jusque-là, l'outil, il nous a montré les possibilités. Il nous a donné des analyses dans un temps très, très court. Puisque là, pour l'instant, tout ce que je vous dis, on parle de même pas une demi-heure de travail. Une fois qu'on a construit la première forme, bien sûr, la construction de la première forme. Et à partir de là, comme l'outil nous a dit quelles sont les différentes variables et qu'en plus, on peut combiner entre elles les variables, on fait nos choix. C'est-à-dire qu'on filtre l'objectif qu'on veut atteindre. C'est-à-dire que sur notre projet, si l'ensoleillement devient plus important que le bruit, on va filtrer toutes les solutions qui nous amènent plus d'ensoleillement sur le bâtiment. Une fois qu'on a fait ça, on peut ajuster manuellement les formes et à partir de là, on peut du coup avoir ce qu'on nous on appelait la base fonctionnelle du projet. Comme je vous disais, on les a challengés sur une phase spécifique, pas sur tout le process, puisque déjà l'outil n'est pas là pour faire tout le process et surtout parce que nos métiers, vous savez, sont assez compliqués, il y a beaucoup d'intervenants, donc il fallait que pour avoir un vrai résultat, on choisisse un moment précis pour faire tout ça. Et donc, on leur a dit, c'est simple, le concours, il est en cours. Si demain, on doit présenter au directeur de projet une solution, le demain, c'est dans 56 heures. Au fait, tout ce que je vous ai expliqué sur ces projets qui faisaient 80 000 m², on l'a fait en 42 au final. C'est-à-dire qu'en 42 heures, on a été capable d'amener au directeur de projet diverses variables, diverses possibilités de projets qui ont été ou pas choisies après pour ces concours. Ce qui nous a vraiment mis en avant dans ces tests, qui a été mis en avant dans ces tests, c'est que du coup, effectivement, on pouvait aller plus vite pour des prises de choix, qu'on pouvait utiliser cet automatisme pour quelque chose, surtout accéder à des analyses et à des variétés d'analyses qu'on n'avait pas avant, et que du coup, on pouvait, sur certaines phases, donc celles qu'on a testées particulièrement, se concentrer plus sur la conception que sur toutes les analyses et sur les autres questions. Une fois qu'on avait ça, au fait, on a dû se poser pour voir vraiment est-ce que cet outil, demain, il nous sert. Et surtout, est-ce que du coup, en faisant ces tests avec nos collègues archi, on leur a fait perdre à tous le travail. Je vous assure que c'était l'inquiétude de la plupart d'entre eux au départ. Au fait, on avait deux camps. C'était les super pour. Ils se disaient, ouais, ça va être génial, on va avoir accès à autre chose. Et il y en avait qui disaient, ça ne va à rien me servir, je vais aller plus vite parce que je peux amener une variable nouvelle à la conception qu'un outil ne peut pas me donner. Et au fait, quand on est arrivé à la fin du test, tout le monde a été d'accord sur une chose. Pour l'instant, ces outils ne sont pas là pour supprimer le travail des concepteurs. Mais en fait, ils sont bien utilisés, ils sont là pour faciliter une partie de travail. Parce que l'une des choses principales, par exemple, d'un outil comme celui-là, après dans d'autres, ça sert à d'autres applications, c'est que dans SpaceMaker, quand vous êtes dans une phase de faisabilité, l'outil, à tout moment, quand vous faites l'un des 360 choix ou 1000 choix, il vous donne les surfaces en temps réel. Alors, ce qui signifie que rien que là, nos collègues, ils ont une vision assez rapide,
Alors peut-être pas aussi précise qu'ils faisaient toutes les surfaces à la main, une par une, mais une vision assez rapide de la variation et du changement de leur projet. Et du coup, notre expérience là-dedans, ça a été celle de se dire, OK, demain, si on continue, si on va encore plus loin, on peut rester maître des conceptions, du moment que ces outils, on sait les placer au bon endroit. Et pour nous, le bon endroit, c'est celui de nous faciliter le travail, bien sûr, et de nous supporter aujourd'hui à la décision. Et après, peut-être plus, puisqu'on l'a vu, hein, je ne sais pas si vous l'avez vu en design, mais Philippe Stark vient de sortir sa première chaise en IA. Peut-être qu'on ira encore plus loin, mais pour nous, il faudra quelques temps, puisque nos métiers sont un peu plus compliqués et demandent que beaucoup d'intervenants s'y mettent dedans. Donc voilà, ça c'est notre expérience. Merci beaucoup.